Bienvenue dans ce numéro de PAF. On va parler au lendemain du rejet de la motion de censure, de ce qui va se passer maintenant avec Véronique Jérôme. Bonjour. Bonjour Patrice, bonjour. Vous êtes polito-économiste et maître de conférence à l'Université de Paris-Saclay. Et Jean-Charles Joly, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur. Toujours. Fidèle au poste. Et alors, on peut dire un mot de l'expatrié quand même. Ah bah avec plaisir, avec plaisir. Thierry Bonneau. Thierry Bonneau, c'est un colonel de gendarmerie qui était 4 ans en poste au Cameroun. Ah, vous avez beaucoup de gendarmes et de flics. Non, hein, c'est notre seul gendarme. On a pas mal de flics, mais c'est notre seul gendarme. Il ne faut pas confondre. Hein. Mais ils arrivent à ne pas se taper dessus quand ils sont dans des salons ensemble, etc. Même ils s'entendent plutôt bien. Voilà, donc Thierry Bonneau, colonel de gendarmerie, était en poste au Cameroun pendant 4 ans comme attaché de sécurité intérieure. Et donc il nous raconte là dans L'Expatrié une vie passionnante d'un jeune Corse qui est obligé de s'exiler de Corse pour avoir tué un berger. Enfin bref, il arrive dans les années 60 à Marseille et là il rencontre Pasqua. Qu'il prend sous son aile et puis ça va à un moment ça va se passer pas trop bien. Il y a un moment où on va aborder même la tuerie d'Oriol, donc on avance un peu dans le temps et puis il est obligé de s'exiler, il va continuer à aller vendre des armes et il se retrouve au Cameroun. Voilà, et donc il y a deux histoires. Il y a une histoire il y a une quarantaine d'années et puis une histoire actuelle. Il y a un peu le sac quand même dedans, hein, c'est ça? Ah bah oui, là on baigne dans le sac, dans la Franc-Afrique, dans le trafic d'armes et c'est tout à fait passionnant parce que c'est historiquement passionnant et puis sur ce qui se passe au Cameroun et la réalité camerounaise, c'est assez angoissant. Alors, il avait déjà fait un premier bouquin qui était un peu angoissant aussi, qui s'appelait Ouahala. Là, il leur met une couche et je pense qu'il n'est pas prêt de pouvoir retourner au Cameroun. Il a rencontré Charles Pasqua quand il était encore directeur de Ricard. Exactement, ça, voilà. Exactement, oui, où il invente ce qu'on a appelé après le binge drinking avec des tables ouvertes pour les étudiants, pour les inciter à boire, etc. Enfin, donc il évoque tout ça et c'est tout à fait passionnant. L'expatrié de Thierry Bonneau. Voilà. Colonel Thierry Bonneau. Colonel Thierry Bonneau. Voilà. On pourrait l'appeler comme ça. Très bien. Ah bon, je vais dire ça avec grand plaisir. On est donc au lendemain du rejet de la motion de censure, de très peu de voix, de 9 voix. Ce qui veut dire qu'il y a 19, je crois, députés LR qui l'ont voté. On était au courant que la NUPES allait le voter, que le Rassemblement national allait le voter, que le petit groupe Lyotte allait... Alors, qu'il y a un groupe très particulier, c'est Charles de Courson qui, au nom de ce groupe, a défendu la motion de censure, mais la plupart des élus de ce groupe sont des élus ultramarins, comme on dit. Enfin, ils n'ont aucun rapport entre eux, en réalité, voilà, à part le fait de constituer un groupe. Hein. Mais enfin, il y en a que 2 dans leur groupe qui n'ont pas voté la motion de censure. C'est quand même... dans l'histoire de la Ve République, elle a été votée une fois en 62. C'était sur le sujet de l'élection du président de la République au suffrage universel. Et elle est passée elle n'est pas passée de peu, 2 fois, une fois en 68, je crois, sous Pompidou encore, sur une loi sur la publicité à l'ORTF. Et puis de 3 voix, elle a été rejetée de 3 voix en 92 avec Bérégovoy sur une loi sur la PAC, sur la politique agricole commune. Enfin bon. Mais enfin, 7 voix, c'est pas beaucoup. Oui, mais 9 voix, pardon. Moi, je trouve pas ça gênant du tout, parce que c'est quand même l'essence même de la démocratie et de l'idée même de la majorité. Une majorité, quelle qu'elle soit, il y a une voix de plus ou il n'y a pas cette voix. La République a été votée une voix. Voilà, donc ça n'a rien de choquant, c'est tout à fait intéressant. Ok, 9 voix, j'imagine que Macron et Elisabeth Borne auraient préféré 50 voix de différence. Oui. Mais bon, peu importe, seul le résultat compte, et il faut respecter ce vote qui est extrêmement démocratique, puisque c'est l'Assemblée nationale, c'est la représentation parlementaire qui décide de ne pas mettre en l'air le gouvernement. Donc il faut respecter ça. Je comprends que les opposants soient déçus, mais bon, je veux dire, c'est le jeu. Et si à 9 voix près il était passé, là, ils seraient tous en train de pousser des cris de joie en disant c'est merveilleux. Donc voilà, c'est pas grave. Même une voix, ils auraient été très contents. Mais voilà, donc... c'est la position du médian, finalement. C'est la position de celui qui est sur le fil et qui va faire pencher d'un côté ou de l'autre. Oui. Voilà. Donc, et on remarque aussi... Mais ça, c'est la démocratie. Voilà, mais que tous les politiques maintenant font des programmes pour converger vers ce médian qui n'existe pas vraiment, mais qui a une réalité, mais qui n'a pas de réalité explicite, et essayer de trouver finalement ce qui va faire consensus. Et on s'aperçoit que finalement, ici,
il y a quand même une différence avec un vote réel et cette motion de censure, parce que finalement, ça a mis un peu tout le monde au pied du mur. On n'est pas persuadé. Enfin, l'exécutif avait quand même laissé entendre, avait fait circuler l'idée qu'il ne voulait absolument pas passer au 49.3 parce qu'il voyait bien cet aspect quand même un peu du coup près. Voilà. Donc il avait besoin, il aurait préféré avoir cet assentiment, ce soutien et par le vote. Et le vote aurait, un vote de cette loi au sens plein du terme, aurait peut-être mis un coup d'arrêt à une partie, je dis pas à tout, mais en tout cas une partie des manifestations et des revendications et à une partie de l'activité de syndicats parmi les plus, je dirais, légitimistes, la CFDT. La CFDT avait considéré que s'il y avait vote, ça voulait finalement dire quelque chose et ça mettait un coup d'arrêt. Mais le 49.3, c'était pas tout à fait la même chose. Berger fait la différence. Voilà, Laurent Berger l'a traité de déni de démocratie. Ouais. J'ai pu le faire Laurent Berger a fait un truc assez bizarre quand même. Il a fait un papier dans Le Monde pour demander à Macron de ne pas promulguer la loi, ce qui est totalement illégal. Le président de la République est obligé de promulguer une loi qui a été votée. Et il pourrait faire aussi une susmulgation, ce qu'avait fait Carcassonne avec Chirac, en laissant promulguer la loi et en suspendant finalement la suspension de l'application. Donc une susmulgation, c'est ce qu'avait... Mais il avait dit promulguer la loi, après il demandait qu'elle ne soit pas appliquée, ce qui était un peu bizarre. Enfin, vous ne pouvez pas ne pas... Le président de la République ne respecterait pas le droit s'il ne promulguait pas la loi. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce débat un peu bizarre sur, je ne sais pas pourquoi, la mauvaise réputation du 49.3, alors que c'est un vote. Oui, parce que les partis politiques et les oppositions en ce moment sont d'une malhonnêteté incroyable, c'est-à-dire qu'à refuser la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien c'est compris dans la Constitution, c'est clair et net, c'est tout sauf antidémocratique, c'est démocratique, c'est la représentation nationale qui vote ou qui ne vote pas. Donc il n'y a pas de débat. Après, on peut continuer à lutter contre la loi, mais c'est tout à fait démocratique. Je veux dire, mais dire que c'est pas démocratique, c'est une aberration. Mais après, oui, mais il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas aussi. Enfin, ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière le positionnement de certains, et chez LR, la question s'est vraiment posée, et je crois que même Pradier, qui a voté la motion de censure, n'était pas persuadé de la voter. Enfin, dans le Figaro, la veille, il annonçait qu'il ne la voterait pas, si j'ai bien lu. Et le lendemain, il la vote. Voilà. Alors après, la cohérence entre quelqu'un qui était pour les 65 ans et qui refuse d'adhérer à l'idée des 64 ans, mais il y a aussi peut-être une autre question, et peut-être que le week-end a permis à certains de se remettre au contact de la réalité. Ceux qui sont retournés dans leur circonscription ont eu quand même des échos qui n'étaient pas exactement dans la teneur de ce qu'ils peuvent voir dans les ordres de la République et dans je dirais, porte fermée, porte close à l'Assemblée nationale. Ça signifie quoi? Ça signifie que, si on en croit les sondages, il y a quand même encore une grande majorité de Français qui ne comprennent pas cette loi, qui n'en veulent pas telle qu'elle est établie, peut-être qu'ils la voudraient différente, et qui ne veulent pas de ces 2 ans supplémentaires parce qu'ils en ont fait un totem et on leur a mal expliqué peut-être les choses. Et finalement, les députés, ils sont à l'écoute de ceux qui les ont fait rois, entre guillemets. Donc l'électorat, à partir du moment où il a cette revendication, que fait le député? Soit il considère que... il va voter contre la motion de censure parce qu'il veut protéger aussi son poste, parce qu'il y a aussi un peu de ça, si on considère qu'il y a possibilité de dissolution de l'Assemblée nationale, tous ne sont pas sûrs de retrouver aussi facilement leur poste. Donc il y a un peu d'égotropisme dans cette histoire. Et il y a aussi l'électeur qui pourrait quand même considérer qu'ils n'avaient pas été consultés préalablement. C'est en ça que le référendum pourrait être intéressant. Parce que l'électeur, lorsqu'il vote, il n'a pas voté pour la réforme. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. L'électeur a quand même majoritairement voté pour Macron, qui voulait, quand il s'est présenté, de la retraite à 65 ans. Mais le vote, contre, etc. Mais peut-être, admettons cet argument, mais la droite a toujours milité pour cette retraite à 65 ans. Elle en a la paternité. Voilà, donc ces gens ont été élus sur un programme de droite qui disait... Ils ont été élus après la campagne de Pécresse, qui voulait la retraite à 65 ans. Mais Pécresse qui a bien échoué aussi. C'est une sorte de félonie intellectuelle de la part de la droite qui s'aborde. Enfin, la droite n'existe plus, c'est fini. Mais si on se faisait l'avocat du diable, on pourrait dire aussi que c'est très bien joué de la part d'Emmanuel Macron, qui a capté cette réforme de la droite, qui a capté cette idée de droite. C'est ce qu'on appelle la triangulation. C'est-à-dire que pour mieux lutter contre un opposant, on absorbe une partie de son programme pour absorber avec ses électeurs. Donc on peut imaginer que cette triangulation est à l'origine de ce flou artistique qu'il y a autour de la réforme. Donc plus personne ne sait exactement la nature, si elle est de droite ou de gauche. Finalement. On pourrait répondre à ça
qu'il accroît un peu cette fracture entre lui et les Français, puisque au fond, les gens qui sont concernés par la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'ils vont travailler plus longtemps, ce sont plutôt les Français qui n'aimaient pas Macron déjà, et que ça accroît peut-être. C'est vrai qu'il y a aussi ce problème du rapport d'Emmanuel Macron au peuple français qui est compliqué et qui est. Oui, il y a une sorte parfois de haine. Ça commence. On l'avait vu avec les gilets jaunes. Oui, on sent monter. Les revendications dans les manifestations avaient une certaine logique qui était contre la réforme. Et aujourd'hui, il semble aussi que la base va peut-être dépasser les syndicats et qu'on a des manifestations qui ne sont pas autorisées. Et là, tout est possible. Et certains observateurs commencent à rapporter qu'il y a des slogans qui sont anti-Macron et qui ne sont plus seulement anti-réforme. Donc là, il va cristalliser. Et son absence dans le débat, qui était tout à fait logique, peut expliquer cela. Il s'adresse à 13h demain. À 13h. Alors, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que généralement, quand il y a une allocation un peu officielle, c'est plutôt 20h. C'est le prime time, quand on veut dire des choses très précises. Est-ce que 13h, c'est d'ailleurs, d'abord, ça s'adresse plus à la province. Et c'est important parce qu'on a vu la mobilisation dans les petites villes contre la réforme des retraites. Et puis, c'est généralement qu'on ne va pas annoncer des choses mirobolantes. Mais le président avait déjà fait ça avec, à l'époque, Jean-Pierre Pernaut dans une école, assis sur une chaise d'écolier à 13h. Enfin bon, voilà, c'est effectivement. Mais c'est assez curieux parce que, en tout cas, moi, j'aimerais entendre notre président de la République être un peu solennel, prendre un peu de la hauteur et dire vraiment ce qu'on va faire. Alors que là, bon, il va répondre à quelques questions. Il va peut-être annoncer quand même un débat sur la question du travail, qui est une question les gens qu'elle était essentielle dans cette réforme des retraites. Alors, la première conséquence de ce vote, on a vu il y a quand même une vingtaine, 19 je crois, députés LR qui ont voté la motion de censure, comme vous le disiez. Alors que Éric Ciotti avait fait des tribunes partout, s'était exprimé pour dire on soutient la loi, alors que le président du groupe à l'Assemblée nationale hier, enfin à l'Assemblée nationale même, a dit on ne va pas voter la motion de censure et mêler nos voix à celle des extrêmes. Ça veut dire quoi? La LR a explosé en vol, quoi. Enfin, oui, je sais que Ciotti qui était en train de chercher un nouveau siège pour les Républicains, ils vont vendre celui qu'ils ont rue de Girard. Là, c'est un studio. Il peut acheter un studio. Enfin, je veux dire, ça devient une cabine téléphonique, comme on disait pour le parti radical. Ça devient ridicule. Enfin, je veux dire, la moitié de la droite va aller rejoindre Marine Le Pen, l'autre moitié va rejoindre Macron. L'explosion dont on parlait depuis longtemps, elle est en train de se produire. Voilà, donc il n'y a plus de parti socialiste, il n'y a plus de parti à droite. Voilà, maintenant on va se retrouver avec un parti où s'agrégeront peut-être, encore que, on ne sait pas, mais Édouard Philippe et puis quelques personnes satellites autour d'un parti plus ou moins macroniste, et puis après l'extrême droite et l'extrême gauche. Voilà, mais avec des ambitions, avec des divisions par des ambitions. On voit bien que Pradier prépare une candidature à la présidentielle. Oui, mais enfin, je veux dire, il fera 0,3%, mais il se prépare quand même. Peut-être pour la suivante, pas celle-ci, mais la suivante. Non, mais oui, enfin, il y aura probablement des divisions par les candidatures, mais on voit mal oui, en effet, à part l'explosion que vous dites, on voit mal l'avenir de LR, quoi. Enfin, la droite, moi je pense qu'il y aura toujours une droite en France au sens, je dirais, Sciences Po du terme. Il semblerait quand même assez compliqué d'imaginer, voilà. Mais après, le problème, c'est qu'il faut un leader, il faut quelqu'un de charismatique qui incarne. Et là, pour l'instant, il y a absence de. Alors, si, il y a Wauquiez qui attend, mais à force d'attendre, on voit pas qui va pouvoir réunir, puisqu'il n'y a plus personne, quoi. Dans les présupposés, il y a Wauquiez, il y a Xavier Bertrand, et puis il y a David Linard, dont on ne sait pas très bien si il a envie de faire quelque chose, parce qu'apparemment, il est sur un créneau où il a... Oui, des maires, et le président des maires de France. Mais non, c'est vrai que Wauquiez, oui, il attend, mais à un moment, quelle troupe il va pouvoir réunir, quand on voit... Alors, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a tout un tas de gens qui sont persuadés que l'élection présidentielle de 2027 se jouera entre la droite et l'extrême droite, en gros. Mais bon... pour être représentant de la droite, il faut avoir quand même des soutiens. Et là, on voit mal quels soient les soutiens de Wauquiez aujourd'hui. Sinon, ce sera entre la gauche et l'extrême droite.
Ouais, sinon ça sera entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Ou l'extrême gauche et l'extrême droite. Alors, j'allais dire entre les lycéens, parce que quand on voit la photo que vous nous montrez derrière, enfin, je veux dire, si c'est devenu ça l'Assemblée nationale, on a l'impression d'une assemblée dans un truc d'étudiants. Ces gens sont députés, c'est la représentation nationale, ils sont là avec des panneaux, des trucs, ils injurient la première ministre. Il y en a un qui avait le panneau à l'envers. Ils injurient tout le monde, c'est celui qui ne sait pas lire, j'imagine. Mais... Non, c'est un des problèmes d'ailleurs. C'est honteux. De l'état de la politique française, c'est-à-dire qu'il y a en effet une majorité très relative qui soutient Emmanuel Macron, et en face, il y a des oppositions qui sont incapables de s'entendre. C'est ça aussi le problème de la motion de censure, que généralement, quand on fait une motion de censure, on espère pouvoir présenter une alternance au pouvoir en place. Or là, il n'y a pas d'alternance possible. J'allais dire, heureusement qu'ils n'arrivent pas à s'unir, mais en même temps, bon, entre le Mélenchon et Marine Le Pen, économiquement, ils pourraient tout à fait s'unir, vu qu'ils ont à peu près le même programme. Mais sinon, après, il y a quand même assez peu de choses qui peuvent réunir tous ces gens-là. Donc, effectivement, c'est des petites tâches comme ça à l'Assemblée, de gens qui se conduisent quand même... il y a un déni de démocratie, et ce qui me fait peur, c'est que ce discours antidémocratique consiste à, dès qu'un vote ne plaît pas à quelqu'un, de dire c'est pas démocratique. Non, bien sûr que c'est démocratique si le vote a lieu. Et quand c'est comme quand les syndicats disent on n'a pas été entendus. Mais si, mais ils n'ont pas été écoutés. Mais quand on voit Mélenchon hier, après le... En plus. Il assiste en visiteur. Qui est plus député, qui est là, qui parade dans son grand manteau de cuir, avec des postures quasiment mussoliniennes, en train de dire nous allons maintenant faire parler la rue. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce discours? C'est dangereux, c'est même irresponsable. Inadmissible, parce qu'il s'adresse en plus à une clientèle qui est souvent assez jeune, très malléable, et on voit le délire que ça peut apporter. Donc c'est une récupération irresponsable. Parce que deuxième leçon qu'on peut tirer de ce rejet de la motion de censure, c'est quand même la fin de ce qu'on appelait le Front républicain. On savait que la NUPES mêlerait ses voix à celle du Rassemblement national, mais là, une partie importante des députés LR mêle aussi leur voix à celle du Rassemblement national. Je pense que Chirac doit se retourner dans sa tombe, Sarkozy se demande dans quel monde il vit, parce que ça a été toujours une frontière qu'on ne franchissait pas. On se souvient même des quatre cavaliers qui sont avérés être les cavaliers de l'Apocalypse, mais des ministres de droite qui avaient dit il vaut mieux perdre une élection que son âme. Là, Michel Noir. Oui, c'est Michel Noir, Carignon et Léotard, et je ne sais plus quel était le quatrième, mais peut-être... c'est effectivement, ça, il a dit a sauté. Et là, on n'entend pas une seule personne à gauche dire c'est quand même curieux, on vote avec l'extrême droite. Parce que la gauche a voté aussi. Comment ? La gauche a voté aussi. Non, mais ça, c'est l'union des oppositions qui ne peuvent pas gouverner ensemble, c'est ce dont on parlait. Mais du côté de LR, c'est plus significatif encore, parce qu'il y avait quand même toujours eu cette barrière, voulue par... Déjà, par Chirac, dès le début. C'est une barrière qui les a aussi plombés très longtemps. Parce que le Parti socialiste a fait tomber la barrière avec le Parti communiste, ça les a portés au pouvoir à un moment. Donc de se séparer à ce point-là et de se couper d'une partie des choses, est-ce que c'est... Et puis il y a des électeurs derrière. Humainement, c'est peut-être très bien dans un salon, etc. On dit OK, on ne fraye pas ensemble, mais peut-être que c'est indispensable électoralement par moment. Parce que comme vous le dites très justement, les électeurs qui disent mais pourquoi sur ce sujet-là, pourquoi pas, qu'est-ce que c'est que cette opprobre, et puis on peut pas... Oui, après il y a toujours le problème de la copie et de l'original, c'est-à-dire que si on fait la même chose que les autres... on aura peut-être un Front républicain mais nouveau. Vous avez raison de dire que probablement, ils sont revenus dans la circonscription et que c'est en écoutant leurs électeurs qu'ils ont choisi de voter les motions de censure. Et on aura peut-être un front républicain un peu particulier quand on entend le RN qui avait finalement fait un deal, mais là au grand jour, en disant au LR qui accepterait de voter la motion, qu'il ne mettrait pas, si dissolution il y a, de candidats en face des LR en question, s'il y avait possibilité de triangulaire. Donc c'est une façon pour eux de rentrer dans le jeu dont ils ont largement profité par le passé et d'essayer de monter comme ça des alliances, de présupposées alliances, et d'essayer de faire reconnaître cette possible coopération entre le LR et le RN. Et ça, c'est un point qu'il va falloir quand même trancher et résoudre, parce que les choses ne sont pas claires.
Oui, mais là le Rassemblement national, on parle de faire sauter la digue, enfin, c'est cette digue qui a sauté. Depuis l'élection, la dernière élection, ils ont, à mon sens, décroché leur brevet de respectabilité. Enfin, ils se conduisent très bien à l'Assemblée. Enfin, je veux dire, quand on voit la NUPES et le Rassemblement national, on dit, bon, ben voilà, je suis pas du tout en train de dire vive le Rassemblement national, mais franchement, on s'attendait pas à ça, quoi. Je veux dire, que ce soit, c'est quasiment des attitudes de factieux d'un côté, à l'extrême gauche. Ils disent rien d'ailleurs. Et puis ils disent rien, ils s'habillent bien. Quoi. Ah bah oui. Oui, mais c'est important. Ils sont bien habillés, ils sont calmes, ils sont posés. Eux qui faisaient toujours peur, etc. Là, ils donnent une image d'eux extrêmement rassurante. C'est important. La communication non verbale est importante. Il y a quand même des règles non dites à l'Assemblée où on ne vient pas en jean, en basket. Enfin, on ne vient pas. Si, la preuve, on en voit. Quand on voit les couleurs, généralement, c'est quand même un peu plus classique. Et l'autre chose, c'est que le Rassemblement national, j'écoutais l'interview ce matin de Marine Le Pen sur Europe 1, qui annonce, enfin je ne sais pas si c'est elle qui l'a annoncé, mais il y a une véritable école qui est mise en place par un ancien sondeur, Jérôme Sanpari, pour pas le citer, et pour faire en sorte que les candidats du RN maintenant aient de quoi répondre et aient une formation, ne soit plus simplement comme ça un peu des gens pris au hasard. Et donc là, il y a une vraie volonté peut-être de se professionnaliser. Voilà, de se professionnaliser et d'apparaître comme un parti potentiellement qui pourrait devenir un parti de gouvernement un jour. Parce qu'on peut pas. Ce qu'a fait Mélanie en Italie, d'ailleurs. Enfin, après, il va falloir qu'il trouve des alliés pro-européens, comme elle l'a fait en Italie, pour entrer dans les gouvernements. Troisième conséquence, c'est que la loi est votée. Donc, principe. Oui, là, pour l'instant, c'est fait. Après, il faut qu'elle ait des décrets d'application. Il y a le passage au Conseil constitutionnel, mais enfin, la loi, en principe, doit s'appliquer, quoi. Il y a peut-être quelques articles qui pourraient être rejetés, comme l'article 2 sur l'aspect senior, enfin sur l'index senior, parce que ça n'a rien à voir avec un aspect financier, c'est juste un index, et en même temps c'est un peu de la poudre aux yeux. C'est une mesure qui sera qu'une mesure comme ça pour dire qu'on a mis une mesure et qui n'aura pas d'efficacité. Demander aux entreprises de dire si elles ont des seniors dans leur rang, et simplement de le dire et de les taxer, non, justement de ne pas les taxer, de ne rien faire. Il y a la carotte, mais il n'y a pas de bâton. Voilà, donc ça ne fera rien au cas des seniors et ça ne fera rien à la situation. Donc ça risque de ne pas être retenu, mais la loi restera. Enfin, elle sera peut-être détricotée. C'est là aussi où il y aura. Alors on va voir après ce qui va se passer. C'est vrai qu'il y a les mobilisations syndicales et populaires. Il y a des, mais qui sont pas, dans les derniers moments. Probablement que dans les manifestations de jeudi, il y aura du monde, mais jusqu'à présent, elles étaient quand même assez minoritaires, ces manifestations, contrairement à ce que disent la plupart des médias. Non, mais même ce qui se passe depuis 2 jours. Un million de personnes, c'est pas énorme. C'est pas assez, vous avez failli dire. Non, c'est pas énorme. À Paris, place de la Bastille, sur 50 millions d'électeurs. Lundi soir, il y avait 500 personnes. Alors bon, après, c'est une capacité de nuisance énorme. Mais ça reste 500 personnes. C'est le pouvoir de nuisance du pourrissement, parce qu'on est dans une situation où l'inflation pèse lourdement sur les décisions, et tous ceux qui vont manifester, pour ceux qui ont un job en tout cas, c'est peut-être parfois une journée de salaire en moins, parfois c'est des heures en moins, mais ça peut être une journée de salaire en moins. Il y a déjà eu, je crois, 7 manifestations, semble-t-il. Donc ceux qui veulent être de façon assidue à ces manifestations commencent à faire les comptes et se disent, finalement, ça ne rapporte rien, ça me coûte, donc il y a un vrai coût d'opportunité, il y a un vrai arbitrage à faire. Maintenant, la loi est votée. Et là, peut-être qu'ils vont revoir. Il y aura peut-être le blocage, et le blocage des raffineries, tout ça. Pas la chose la plus populaire qui soit, je pense. Pour ça, il y a des réquisitions déjà sur les raffineries. Oui, il y a des réquisitions. Mais vous avez tout à fait raison, mais c'est aussi pour ça qu'il y a eu une grande manif le samedi, parce que les syndicats se sont dit, le samedi, c'est gratuit. Mais il n'y avait pas... elle n'était pas... Et les familles peuvent venir avec les poussettes, parce qu'il y a aussi cet aspect... Mais il n'y avait pas un coup de fou. Non. Un dernier mot, parce qu'il va falloir se quitter, ça passe vite, il y a une proposition de Manuel Valls qui me paraît assez intelligente, qui est de dire on va pas pouvoir continuer, le pouvoir va pas pouvoir continuer comme ça à trouver des majorités au cas par cas avec en effet des groupes comme LR qui ne sont pas fiables. Donc il faut constituer une majorité, et c'est vrai que il y a peut-être cette possibilité de constituer une majorité avec les LR fiables qui restent, peut-être quelques sociodémocrates qui en ont marre d'être sous la coupe de Mélenchon, je ne sais pas, mais ça serait peut-être pas idiot.
Ce serait tout à fait sensé, tout à fait intelligent. On aurait l'impression que la France peut repartir, que la France est effectivement vraiment dirigée, qu'on peut améliorer les choses, etc. sur des grands sujets. On ne peut pas peut-être dire que des sujets régaliens, mais c'est vrai que sur l'armement, la défense, l'armement, la justice, les services publics, le nucléaire, la baisse de la dette, voilà, le nucléaire, oui. Donc tout ça, c'est la sécurité. Extrêmement important. Et effectivement, il y aura c'est-à-dire qu'il peut y avoir une alliance, en gros, des modérés qui ne considèrent pas l'élection de Marine Le Pen en 2027 comme une fatalité. En gros, c'est ça. Voilà, oui. Qui se disent pas tout le matin, oui, c'est inéluctable. Genre, oui, on n'a qu'à se préparer. Il n'y a plus qu'à baisser les bras. On se prépare au pire. Une forme de cohabitation sans la dissolution, en fait. Ouais. Oui, peut-être avec un Premier ministre de droite, pourquoi pas. Enfin, mais en tout cas, il va falloir faire quelque chose. Après, il faudra voir à qui ça profite le plus. Est-ce que c'est au pays ou à ses intérêts politiciens qui vont former l'Union? Il faudrait quand même vérifier que ça profite bien au pays et pas à des ambitions de carrière. Ce qui est un petit peu angoissant, c'est que le président Macron a réussi à dynamiter la droite et la gauche, mais au-delà de ça, il a aussi dynamité, j'ai l'impression, la relève. Parce qu'on ne voit pas d'hommes politiques. Mais ça, c'est pas de sa faute, ça. Non, mais sortir la tête du truc. Philippe, on voit pas très bien. Voilà, non, mais je veux dire, le chapeau. C'est quand même un peu angoissant, quoi. Cette espèce le vivier est vide. Enfin, absolument. Et ça me fait peur. Donc. Eh bien, on s'arrête là, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, évidemment, dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, Véronique Jérôme. Merci beaucoup, Jean-Charles Lejeune. À bientôt. Et à très vite.